Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de livres, cette fois-ci de The Magic of Mary Laveau, Embracing the Spiritual Legacy of the Voodoo Queens of New Orleans, de Denise Alvarado, qui est une auteure effectivement qui a sa petite réputation dans le domaine du voodoo et aussi du voodoo. C'est un livre qui fait 205 pages en tout, je crois. Bon, enfin, ça fait 194 pages de texte, qui se présente en trois parties. Donc, il y a une première partie sur l'histoire de Mary Laveau, une autre sur comment la révérer, l'intégrer dans sa spiritualité, et une autre sur des pratiques des sorts vaudou. Donc, c'est un livre que j'ai très apprécié. Donc, comme d'habitude, je vous mets la référence complète de l'ouvrage dans la barre de description. N'hésitez pas à la proposer par mail à des maisons d'édition qui traduisent des ouvrages de l'anglais vers le français, des ouvrages ESO. Si jamais vous êtes intéressé par la lecture de ce livre, peut-être qu'il a déjà été traduit ou il était déjà en cours de traduction, je l'ignore, puisqu'il fait partie, il a été publié par Weiss Books. Ouais, non, ça je suis pas certain qu'il y ait déjà des ouvrages de Weiss Books qui ont été traduits en français, je sais pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à le proposer, hein, n'oubliez pas que la maison d'édition, ça repose sur le principe de l'offre et la demande. Plus ils savent ce que vous voulez, plus ils vous proposeront ce que vous voulez. Donc, pour vous faire une idée du contenu, on a une préface par Caroline Morrow Long, ensuite une introduction de l'auteur, la première partie, la Belle de Nouvelle-Orléans, donc la naissance, chapitre 1, la naissance d'une reine, chapitre 2, la tombe de la veuve Paris, 3, le voodoo Laveau, une nouvelle religion, Laveau voodoo, partie 2, devenir un dévot, donc développer une servitude respectueuse, créer un hôtel dévotionnel, recourir à Mary Laveau en chapitre 6. Ensuite, la partie 3, l'héritage magico-spirituel de Mary Laveau. Chapitre 7, catégorie de sorts dans le voodoo Laveau. Chapitre 8, sorts en bouteille et autres contenants. Chapitre 9, magie des bougies. 10, magie catholique. 11, magie des cercueils. 12, magie de la mort. 13, fétichisme. Magie des poupées et juju, ou joujou. 14, magie des Porsche. Les Porsche, pas les voitures. Hein. 15 magie des cimetières, 16 gris-gris, 17 lampe magique, 18 supplication, et enfin 19 magie de l'eau, magie employant de l'eau. Et enfin, on a une conclusion, on a les notes et les références, puisqu'on est sur un ouvrage, effectivement, on a Denise Alvarado, ce qui est intéressant, et j'y reviendrai plus tard dans l'ouvrage, c'est c'est une scientifique, elle est anthropologue. Avec tout ce que ça peut poser comme problème, là aussi je révoque. Enfin, c'est des questions qui sont purement scientifiques, j'imagine que ça ne vous intéresse pas tellement, mais voilà, même si l'anthropologie et l'histoire sont deux sciences qui visent à restituer le passé, le fait est que la méthode scientifique n'est pas du tout la même. Donc là, on a un ouvrage qui se veut plutôt historique, donc qui appartient à la science dite historique, à l'histoire, en tant que science, et ça a été écrit non pas par une historienne, donc une personne qui a été formée à cette science, mais par un autre type de scientifique, une anthropologue, donc qui a été formée à l'anthropologie. Et ces deux sciences n'utilisent pas les mêmes méthodes, mais c'est quand même un plus non négligeable, on en reviendra vers la fin de la review, j'en parlerai, un plus non négligeable d'avoir effectivement non seulement un ouvrage donc, écrit par une scientifique, mieux vaut une anthropologue que rien du tout, et qui plus est, qui est issu, donc ça aussi c'est une approche qui est très intéressante, qui est issue de cette culture, hein, elle est née à la Nouvelle-Orléans. On nous présente Denise Alvarado comme étant donc née dans la culture créole de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et comme ayant écrit beaucoup de livres, portant effectivement sur le voodoo et le houdou. Il s'avère effectivement que c'est une auteure qui est très réputée et très appréciée dans ces communautés-là. Alors, on commence pour la préface. Attendez que je suive en même temps avec le texte sous les yeux. La préface, donc, qui est j'ai aucune idée de qui c'est, de toute façon, Caroline Morrow Long. Bon, on va passer un petit peu, puisque bon, voilà, on s'en fiche un peu si vous voulez. Mais on peut quand même noter que voilà, l'auteur de cette préface mentionne ne pas être d'accord avec certaines théories avancées par Denise Alvarado, et explique un tout petit peu pourquoi, donc ça reste intéressant, justement, ça permet un peu dès le départ d'avoir une certaine distance. Mais donc c'est quand même intéressant, c'est une démarche qui est d'ailleurs plutôt honnête de la part de l'auteur et de l'éditeur d'avoir publié cet avant-propos tel quel sans avoir dit ah bah non, tais-toi donc. Donc non, voilà, ça déjà d'emblée, si vous voulez, ça nous donne quand même un certain côté, ça retranscrit un certain sérieux de l'ouvrage.
Ensuite, on arrive à l'introduction avec une première photographie. Donc, c'est un collage qui est fait par Denise Alvarado avec la représentation la plus connue de Marie Laveau. Hein, alors, après, c'est quand je mets le bouquin, moi je vois plus rien, donc j'espère que vous la voyez correctement. Voilà. Effectivement, ça c'est la représentation la plus connue qui n'est pourtant pas, pour ce qu'on en sait, fidèle. Donc là, l'auteur a fait une sorte de tour d'horizon sur les sources historiques qu'on peut avoir recours pour parler de Marie Laveau. Donc majoritairement évidemment les récits oraux. Elle raconte une petite légende aussi. Elle parle de l'empreinte qu'a laissée Marie Laveau à la Nouvelle-Orléans. Elle se présente aussi elle-même, ainsi que l'ouvrage lui-même à la fin de l'introduction. D'une manière que j'ai trouvé effectivement j'ai trouvé une petite pointe de vanité à un moment donné. Alors je sais plus pourquoi j'ai pas noté dans ma fiche, mais enfin voilà, il y avait un petit côté je me mets en avant quand même quoi. Enfin bon, en même temps, il faut vendre le bouquin. Hein, enfin, dans l'introduction plutôt que là-dedans, vraiment, j'ai pas lu le. Ça se trouve, il y a peut-être aussi une pointe là-dedans. Bon, en tout cas, c'est pas grand-chose, voilà. Mais j'avais trouvé qu'elle se mettait un peu en avant. Donc, en tout cas, faire un tour d'horizon des sources, tout ça, c'est quand même quelque chose qu'on trouve typiquement dans les ouvrages scientifiques, hein, généralement. N'importe quel ouvrage écrit par l'historien vous fait un petit tour d'horizon sur les sources, et les problèmes qu'elles posent. L'historiographie aussi du sujet, bon, ce genre de choses. Donc ensuite, chapitre 1, la naissance d'une reine. Donc comme vous en doutez, ce chapitre traite évidemment de la vie de Marie Laveau. L'auteur se fonde donc sur des découvertes les plus récentes, comme son acte de baptême par exemple, qui a été retrouvé dans les années 2000, ainsi que des écrits d'études d'autres auteurs. Elle prend le soin de comparer aussi avec la légende de Marie Laveau, si vous voulez, puisque la découverte de documents permettent justement d'affirmer ou d'infirmer ce qui était autrefois des connaissances supposées et majoritairement orales. Elle mentionne aussi toujours les auteurs et ouvrages sur lesquels elle se fonde, donc je trouve ça aussi que ça atteste d'un certain sérieux et d'une méthode, donc on voit bien qu'on a affaire à une scientifique quand même. Donc elle évoque sa naissance, son ascendant, ses mariages, ses enfants, ses activités, professions connues et supposées, coiffeuse, visiter les malades, les condamnés, ses liens avec l'esclavage aussi, elle n'a pas balayé ça du revers de la main, pour des questions politiquement correctes ou quoi, non, elle a mentionné ce qui devait être mentionné. Bien sûr son lien avec le vaudou et le catholicisme également. Elle détaille tout ça donc avec des exemples. Et d'ailleurs, au passage, elle évoque aussi la Nouvelle-Orléans de l'époque, au travers évidemment de la vie de Marie Laveau. Mais si comme moi vous adorez l'histoire, vous trouverez ça aussi sympa que moi de se mettre dans l'ambiance comme ça. Alors, ce qui est très appréciable aussi, et qui témoigne toujours d'un certain sérieux, c'est que quand l'auteur propose ses propres théories, elle mentionne que ce sont les siennes, généralement. Enfin, en tout cas, il y a des théories dont elle précise bien que ce sont les siennes. Si ça se trouve pour d'autres, elle n'a peut-être pas dit, mais du coup, moi, j'ai pas pu le savoir. Enfin, ça prouve ça aussi que témoigne d'un certain sérieux également. Elle parle aussi de sa fille, la fille de Marie Laveau, hein, Marie-Philomène, qui est souvent appelée Marie Laveau II, et le fait que les deux personnages ont souvent été mélangés dans la culture populaire, et essaie justement donc de démêler l'une et l'autre. Vous avez ici une représentation donc de Marie Laveau à un âge avancé qui est assise dans la chaise et sa fille à ses côtés. C'est une illustration qui date de 1885. Donc on a environ 30 pages sur la vie de Marie Laveau, de sa naissance à sa mort, évoquant différents sujets et aspects de sa vie, pas seulement son lien avec le vaudou. Donc on vise plutôt large, vraiment une approche qui se veut historique, et en s'appuyant donc autant que l'auteur le peut sur des documents, justement des sources qui sont historiques. Donc c'est franchement pas mal, j'ai beaucoup aimé cette partie. Je pense que son enquête et ses recherches ont quand même été plutôt bien menées. La tombe de la veuve Paris, là, elle nous parle du caveau, où elle a été enterrée au cimetière Saint-Louis numéro 1, qui est un caveau dont on a tous déjà vu des photos, hein, avec quelques photographies justement. Si jamais vous n'en avez jamais vu, bah hop, vous en aurez vu. Voilà le fameux caveau avec les croix qu'il y a dessus, les différentes inscriptions qui sont laissées par les fidèles, qui est en rénovation, je crois, à l'heure actuelle. Donc elle tranche sur la légende qui voudrait qu'elle soit enterrée dans une autre tombe du cimetière numéro 2, effectivement. Elle évoque aussi rapidement le cimetière en lui-même, et bien sûr les pratiques des dévots sur la tombe du cimetière numéro 1, et ses autres tombes supposées. Elle évoque donc en fait elle parle du caveau en lui-même et sa petite histoire depuis que Marie Laveau y a été enterrée. Elle parle de différentes pratiques en particulier, notamment les fameuses marques donc, que j'ai mentionnées en croix. Son explication, elle parle de certains rituels qui sont faits pour obtenir sa faveur. Et puisque le cimetière aussi n'est désormais pas accessible, évidemment sans surveillance, hein, ça aussi c'est un problème qui n'en est pas un, bon, il s'agit de préserver évidemment le cimetière. Donc on est obligé d'entrer avec un guide, et je crois même que c'est payant.
C'est un peu comme le Père Lachaise, si vous voulez. Et donc évidemment, il n'est plus possible de laisser des offrandes sur place, ni de tracer les fameuses croix sur le caveau. Donc elle donne des alternatives qui sont plus contemporaines. Ensuite, le vaudou Lavo, une nouvelle religion, c'est le chapitre 3. Donc ce qu'elle appelle le vaudou Lavo, c'est en fait le vaudou auquel appartenait Marie Laveau, c'est-à-dire le mélange d'éléments issus de religions africaines, catholicisme et de la culture créole. Et elle le nomme ainsi pour le différencier des autres formes de vaudou qui existent en Louisiane. Donc en fait, on essaie de distinguer un courant parmi d'autres. Elle nous parle donc du vaudou, en quoi ça consiste, des 3 courants du vaudou justement qui existent à la Nouvelle-Orléans, de la place qui occupe ou non Marie Laveau en tant qu'esprit. Elle parle aussi du processus de mélange, de syncrétisme des différents courants et influences qui ont donné naissance au vaudou. Elle adresse aussi rapidement la fameuse question qu'on voit tout le temps partout, quelle est la différence entre vaudou et oudou, en parlant avant tout donc de ces 2 termes, de leurs origines et de comment ils ont été employés, et comment ils le sont aujourd'hui. Démarche que je peux qu'apprécier, hein. Vous savez à quel point je trouve que c'est très important, et j'insiste tout le temps dans les vidéos, avant de s'intéresser à ce que désigne un mot, de s'intéresser au mot lui-même, et à la façon dont il a été employé et dont il est employé aujourd'hui. Ça permet tout de suite autant de cerner le sujet que d'éviter tout quiproquo, toute confusion. Ensuite, c'est l'influence qu'a eu Marie Laveau sur le vaudou, de son vivant ou après sa mort, et sont mentionnés aussi d'autres personnages et leurs influences. Elle parle aussi des esprits, des saints et des loas avec lesquels on pense que Marie Laveau travaillait, formant ce qu'on appelle sa cour spirituelle, spiritual court. Donc elle nous parle de Baron Samedi, de Mami Wata, les grands zombies et Papa Legba, entre autres loas. Ensuite, chapitre 4, donc là je crois qu'on avance dans la seconde partie. Oui, devenir un dévot. Donc le chapitre 4, c'est développer une servitude respectueuse. Alors le mot servitude est employé par l'auteur en lieu et place de révérence ou de culte, parce qu'elle considère qu'il décrit mieux l'attitude des dévots vis-à-vis des esprits dans cette religion. Elle évoque ce qu'implique d'être un dévot, rappelle de ne pas prendre ce type de décision à la légère, hein, de devenir le dévot d'un esprit ou d'une entité en particulier, puisqu'il s'agit d'un véritable engagement. Elle parle aussi du fait que beaucoup dans le vaudou se réclament être d'une manière ou d'une autre de la famille de Marie Laveau, pour ajouter de la crédibilité à ce qu'ils font et se faire une sorte de publicité, si vous voulez. Le fait aussi que d'autres prennent le nom de Laveau ou de Marie Laveau pour se faire connaître en tant que praticien, sans pour autant être de sa lignée. Effectivement, ça, des personnes qui pratiquent le vaudou qui se font appeler Marie Laveau, on en a toute une flopée. Ensuite, elle donne plusieurs idées d'activités ou habitudes à mettre en place dans sa vie en l'honneur de Marie Laveau. La plupart sont relatives en fait à tout ce qui est charité, hein, aide à la communauté. Donc, par exemple, participer en tant que bénévole ou soutenir des associations, ou laisser de l'argent, pièces ou billets qu'on aura d'abord bénis à des endroits où des personnes les trouveront et leur apporteront chance. Ensuite, on passe au chapitre 5, élaborer un autel de dévotion. Voilà. Dans ce chapitre, vous vous en doutez, donc elle donne des indications pour créer son propre autel de dévotion à Marie Laveau. Elle explique 3 types d'autels les plus communs dans le vaudou. Elle a une table, un tableau, qui liste les caractéristiques de Marie Laveau sous la forme d'une fiche que je trouve bien faite. C'est un modèle qu'on peut utiliser pour n'importe quel type d'entité qu'on souhaite révérer ou qui nous intéresse. Donc des dieux, des saints, des loas, des orishas, peu importe. Ça ressemble à ceci pour vous donner juste un exemple. Hop. Vous savez, voilà, né, mort, date de naissance, date de mort plutôt, l'endroit où elle repose, nationalité, ses occupations, travail, épouse de qui, le jour de sa fête, enfin l'est en l'occurrence, où est-elle vénérée, donc vaudou de la Nouvelle-Orléans, ses attributs, couleurs, offrandes consommables et non consommables en deux catégories, son chiffre, patronage, bref, son symbole rituel, etc. Enfin, en l'occurrence, c'est son VV. Donc voilà, c'est pas mal fait. Chapitre 6, recourir à Marie Laveau. Donc là, elle donne ses recommandations pour créer une relation avec Marie Laveau avant de lui demander quoi que ce soit. Elle donne des exemples de prières, pour quelles raisons, pour quel but recourir à elle et comment. Elle parle du chapelet dédié à Marie Laveau également, de son VV, donc, et un rituel usant le VV en question. Je trouve ça très beau aussi, les VV. Où est-il là? Ce sont des symboles que je trouve toujours très jolis. Hop.
Ensuite, on passe à la troisième partie. L'héritage magico-spirituel de Marie Laveau. Donc, catégorie de sorts dans le vaudou Laveau. Donc là, c'est un chapitre où l'auteur nous parle de la partie magique de cette religion. Donc, elle élabore une liste de types de ce qu'on appellerait des sorts, qu'elle détaille ensuite dans les... On va peut-être plus être appelé des travaux, enfin bref. Qu'elle détaille ensuite donc, dans les chapitres suivants. Elle les accompagne d'exemples d'utilisation provenant de contemporains de l'époque de Marie Laveau. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ainsi des exemples contemporains de nous. Hein. Ensuite, du coup, on arrive sur le chapitre 8, Sorts en bouteille et autres contenants. Donc là, elle nous fait rapidement un résumé de l'origine de cette pratique, donc qui vient d'Afrique et d'Europe. Elle parle du temps de Marie Laveau également. Il semblerait que c'était son type de sort favori. Elle en donne 3 exemples, un à base de sucre pour obtenir un emploi, un autre à base de miel pour le retour d'un être aimé, et un autre à base de vinaigre pour la justice dans le domaine matrimonial. Voilà. Ensuite, magie des bougies, donc même chose, hein, elle parle rapidement de la pratique, de l'utilisation qu'en faisait Marie Laveau d'après ce qu'on sait, celle qu'on en fait aujourd'hui, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, et viennent ensuite des exemples. Elle évoque la magie imitative et la loi des similarités. Il me semble qu'on en a déjà parlé ailleurs précédemment dans le livre. Ensuite, nous viennent 3 exemples, comme pour le précédent chapitre. Un sort pour le retour d'un individu perdu, un autre pour, au contraire, le départ d'un indésirable de sa maison, et un autre encore pour le retour d'un mari. Ensuite, chapitre 10, magie catholique. Donc une petite note sur la présence d'éléments catholiques dans certains courants vaudou. Donc une note succincte, puisque bon, ça a déjà été discuté dans une autre partie du livre. S'ensuit des exemples de sorts usant des éléments catholiques comme des prières, des saints qui sont invoqués en tant que saints et non pas en déguisement d'un loa. Il y a un charme pour la chance, un rituel pour briser des obstacles ou blocages avec l'aide de Saint-Pierre, un sort pour retrouver une personne perdue avec l'aide de Saint-Antoine, un charme de protection en utilisant le Magnificat, un charme de protection bénédiction avec une branche de palmier, une prière à Saint-Joseph pour la protection, un charme de protection usant du psaume 23, et un autre avec de l'eau de Saint-Jean. Donc là, pas mal d'exemples, qui sont pas forcément très grands, c'est pas des pratiques extrêmement compliquées, vous voyez que c'est pas non plus pas complexe. Hein. Ensuite, magie des cercueils. Donc encore une fois, le même principe pour pratiquement chaque chapitre, hein, un petit mot sur la pratique elle-même, un témoignage de l'époque où vivait Marie Laveau. Ensuite des exemples, ici on a un sort de transformation ou d'inversion, et un autre pour tuer quelqu'un, et un autre pour maudire. Ensuite chapitre 12, magie de la mort. C'est un chapitre qui parle de l'usage de magie à des fins négatives, si vous voulez, comme dans les exemples de sorts donnés précédemment. Il s'agit donc de mettre à mort quelque chose ou quelqu'un. Elle parle de l'existence de ce type de sorts, de témoignages de l'époque sur l'usage de ces sorts, aussi le fait qu'ils sont autant utilisés pour maudire, provoquer la mort que dans des usages plus positifs, comme le fait de tuer une mauvaise habitude par exemple, ou un sentiment, ou voilà. Un exemple de sort pour se débarrasser d'un collègue de travail par exemple. Par contre les sorts proposés, mais c'est assez typique de toute façon, hein, donc c'est pas surprenant, sont très demandeurs en bougies, donc là dans celui-là il vous en faut 15 par exemple. Hein. Voilà. Et ce qu'elle dit dans le chapitre me rappelle aussi ce que j'ai déjà noté dans d'autres passages, c'est qu'elle parle peu, en tout cas rapidement, des aspects qui seraient aujourd'hui plus controversés quand même de la vie de Marie Laveau. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'esclavage, c'est quand même rapidement évoqué seulement, hein, c'est vrai. Donc ici, voilà, l'usage de ce type de sort à des fins plus néfastes, bon bah voilà, il passe assez brièvement. Mais voilà, je me retrouve un peu à dire d'un côté c'est bien qu'elle le mentionne quand même, elle pourrait très bien ne pas le mentionner du tout. De l'autre côté, bon, elle n'a pas envie non plus de s'attarder dessus. Chapitre 13, fétichisme. Donc magie des poupées et des juju. Petite introduction sur l'usage des termes fétiche et juju, juju. Ensuite, elle explique concrètement ce que c'est dans le vaudou. Donc là, elle évoque la question des sacrifices. Encore qu'elle en parle pour laver un peu le vaudou de la Nouvelle-Orléans de tout soupçon. Donc, voilà, elle dit en gros qu'il y a des gens dans les religions afro-américaines qui le font, mais nous, bah non. Voilà, donc ce qui reste assez flou, et encore une fois, on essaie un peu de noyer le poisson.
Mais elle rappelle tout de même que du temps de Marie Laveau, évidemment, c'était très courant, et que celle-ci en pratiquait elle-même. Elle parle notamment du sacrifice de chat noir à un moment donné. Ensuite, je pense qu'elle ne peut pas s'empêcher non plus de se laver elle-même de toute suspicion, en affirmant qu'elle n'en pratique pas non plus. Donc là, on voit qu'on sort un peu du caractère scientifique pour dire pour parler de soi, pour essayer de laver le vaudou, bon voilà, de ne pas lui faire une mauvaise presse, ni pour s'attirer les foudres aussi de certaines personnes. Donc vous voyez qu'à certains endroits, on s'échappe un peu du caractère scientifique de l'ouvrage. De toute façon, je crois que dès l'introduction, elle dit que voilà, c'est un ouvrage qui se veut scientifique, mais c'est pas un ouvrage proprement scientifique non plus. Donc voilà, c'est quand même un peu mal foutu, puisque du coup, en fait, au final, elle ouvre une conversation toute seule, au milieu de nulle part, pour la clore soudainement, donc ça fait un peu bizarre dans le chapitre, je trouve, alors que c'est une question qui est tout à fait intéressante, hein, elle aurait pu avoir son propre chapitre d'ailleurs, ou bien sa propre partie dans ce chapitre. Mais là, non, c'est vraiment quelques lignes pour dédouaner le vaudou de la Nouvelle-Orléans d'aujourd'hui, pardon. Après, voilà, elle reste relativement honnête autant qu'elle peut, hein, et élabore un peu sur la pratique des sacrifices du temps de Marie Laveau. Ensuite, on a deux exemples, un pour réduire un ennemi au silence en utilisant une langue de bœuf, et un sort pour bannir quelqu'un en utilisant une poupée. Chapitre 14, Magie des porches. Donc là, elle nous explique, comme d'habitude, à chaque début de ces chapitres-là, comme d'habitude, donc de quoi il s'agit d'abord. Donc, il s'agit d'enterrer ou placer des trucs sur le porche ou devant la porche d'un individu. Comme pour les autres chapitres également, on a un petit historique de la pratique à l'époque de Marie Laveau, avec des exemples d'époque qui sont issus des journaux. Elle nous parle aussi que la pratique est toujours courante, bien que plus difficile aujourd'hui, hein. On accède plus aussi facilement aux porches des maisons par exemple. Elle mentionne un cas de 2013 d'un homme propriétaire d'une boutique ESO devant laquelle ont été déposés des gris-gris pour nuire à son commerce. Pas de chance, il y avait une caméra de sécurité, donc voilà. Il a donc découvert qu'il connaissait les individus en plus. Et elle ajoute un mot à ce sujet sur le fait que de nos jours, voilà, pour pratiquer ce genre de, de sort, de pratique, mieux vaut prendre ses précautions et s'adapter. Et ensuite, elle donne un exemple de sort avec la fameuse poudre de briques rouges. Et je crois que c'est dans ce chapitre qu'elle évoque l'aspect psychologique pour une personne de découvrir un objet prétendument à visée magique à sa porte. Alors, elle développe pas trop, il me semble. Pourtant, ça aurait pu être très intéressant, ce type de magie, en fait, ce type de pratique, qui existe partout, hein. Ça consiste en fait à convaincre quelqu'un qu'on lui a acheté un mauvais sort. Comme en lui envoyant ici, en déposant devant sa porte un objet qui a l'air d'être un sort. Et au final, la personne va commencer doucement à s'inquiéter, à percevoir des petites frustrations, des petits incidents qui sont des choses en fait tout à fait ordinaires. Mais elle va les assimiler à des conséquences du sort qu'on lui aurait jeté. Et au fur et à mesure, la personne en fait se maudit elle-même en fait. Donc au final, il y a un vrai sort, mais qui ne provient pas de l'individu extérieur, mais de l'individu atteint lui-même. C'est lui qui se lance son sort en lui-même en étant convaincu que quelqu'un lui a acheté un sort. Voilà, et s'il ne s'en rend pas compte que ça vient de lui seul, il ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc c'est très vicelard, mais c'est très intelligent aussi, vous ne trouvez pas? Chapitre 15. Magie des cimetières. Passez trop vite dans mon bouquin. Donc là, pareil, elle détaille la pratique, elle fait le lien avec Marie Laveau, ce type des pratiques dans le vaudou, notamment l'usage de la fameuse terre de cimetière. Elle parle en détail de la méthode qui consiste à embaucher, d'une certaine manière, un esprit dans un cimetière pour un travail ESO spécifique. Elle recommande un de ses livres d'ailleurs sur le sujet, c'est-à-dire les travaux dans les cimetières, qui me tente bien, je dirais sûrement, mais pas tout de suite. Et comme exemple, elle nous donne un rituel d'amour qui inclut la tombe d'un couple marié et l'invocation de Baron Samedi. Ensuite, chapitre 16, Gris-Gris. Donc elle nous parle que Marie Laveau était très connue pour ses gris-gris, nous raconte une anecdote d'ailleurs sur le sujet, parmi tout ce qui se dit sur Marie Laveau. Elle nous parle d'où vient cette pratique, nous en dit un peu plus sur la pratique elle-même, elle parle aussi de l'usage des gris-gris pour la protection dans des rébellions d'esclaves également, comme celle de Macandal à Saint-Domingue, et celle de Taski aussi, au Taki, en Jamaïque. Donc à un moment, elle mentionne que souvent les prières et incantations, dans le gris-gris ou pas, sont souvent codées. Et apparemment, la Nouvelle-Orléans, l'alphabet thébain, aussi appelé l'alphabet des sorcières, est apparemment très apprécié pour ça. Donc, ce qui m'a un peu surpris, parce que cet alphabet, bon, on peut mentionner ça et là, mais j'ai jamais entendu parler véritablement de sorcières ou d'autres praticiens mentionner qu'ils l'utilisaient vraiment régulièrement. En général, quand on le voit, il sert juste de déco, si vous voulez, sous la forme d'une planche alphabétique, par exemple. Donc voilà, dites-moi d'ailleurs si vous employez cet alphabet. Perso, je code jamais,
ou rarement ce que j'écris pour des sorts, mais si je le faisais, j'emploierais tout simplement, je pense, des alphabets que je connais. C'est-à-dire des alphabets de langues déjà existantes. Voilà. L'alphabet grec ou l'alphabet russe, par exemple, je les maîtrise, donc voilà. Ensuite, un exemple qu'elle nous donne, donc un rituel de bénédiction d'un gris-gris, qui est d'autant plus intéressant qu'il provient d'une description qui a été faite de Marie Laveau, pratiquance rituelle, pardon. Donc ensuite, un gris-gris pour la guérison, surtout dans les cas de séparation douloureuse ou de deuil. Un gris-gris sang du Christ pour apporter paix et sécurité. Une poudre d'amour aussi. Voilà. Et un gris-gris pour améliorer ses finances. Ensuite, on arrive au chapitre 17 sur l'usage des lampes magiques. Donc là encore, même chose que les chapitres précédents, un peu d'histoire de la pratique, en quoi consiste la pratique en elle-même, quelques conseils. La pratique des lampes m'a déjà tenté, qui sait, peut-être un jour je testerai. Voilà, mais en ce moment je suis plutôt à fond sur les bougies de neuvaine. Donc l'exemple qu'elle donne, c'est une lampe donc, qui serait dédiée à Marie Laveau. Voilà. D'ailleurs, elle y donne des indications, des incantations en français avec la traduction en anglais. Par contre, il y en a une où il y a une faute de conjugaison. Mais bon, l'oral, ça s'entend pas, je crois. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Enfin, voilà, il y en a plein. Maman Marie réchauffe ça, c'est l'amour. Oui, maman, c'est l'amour. Bonne mère et bonne femme, prie pour moi. Et elle a mis prie P-R-I-E-N-T. C'est pas grave, à l'oral, ça s'entend pas. Donc ensuite, chapitre 18, supplication. Donc là, elle nous parle d'une liste de supplications que la tradition fait remonter à Marie Laveau. Elle se montre à nouveau se montre prudente en questionnant bien sûr cette filiation supposée. Mais elle explique pourquoi elles sont associées à Marie Laveau. Ensuite, elle donne l'exemple donc, de la supplication. Hein. Puis elle la décode, en fait. Elle explique les notions qui sont évoquées dedans, les recommandations, les prescriptions données. Voilà. Ensuite, rituel d'eau. C'est le chapitre 19. Donc là, elle nous parle de l'usage des bains. Elle fait comme toujours un petit lien avec Marie Laveau et les Woudou de son époque. Ensuite, elle nous donne 2 bains, un bain rituel de purification, puis un bain de décroisement pour les affaires judiciaires, et encore un autre pour se débarrasser d'un mauvais sort. En général, vous avez à peu près au moins 3 exemples hein, par chapitre. Ensuite, on arrive à l'exemple d'hôtel, photographie d'un hôtel dédié à Marie Laveau. Puisque ça, on en reparlera dans la conclusion, mais voilà, il y a plutôt bien illustré, donc c'est aussi très appréciable. Avec des illustrations, si vous voulez, qui sont purement pratiques. Hein, les sorts sont il y a des photographies de sorts, des photographies d'hôtels, de différentes choses, pas simplement des illustrations qui seraient imaginées, on est sur des choses bien réelles. Donc, quelques mots de conclusion, enfin quelques mots, je crois qu'il y a bien au moins 3 pages, même un peu plus, 4. Donc elle évoque son propre lien avec Marie Laveau, quelques mots aussi sur l'ouvrage et son expérience durant ses recherches. Elle explique qu'elle a voulu faire un ouvrage, même si grand public, un minimum scientifique, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Donc avec vérification systématique des sources par exemple, ce qui est effectivement un des grands points positifs de ce livre, et que forcément elle a été confrontée durant ses recherches à des comportements parfois hostiles, bigots, parce que la Marie Laveau que tout le monde connaît, c'est bien sûr une Marie Laveau mythifiée, donc beaucoup de légendes. Alors que le projet de l'auteur, c'est vraiment d'enquêter sur la Marie Laveau historique, qui a apparemment levé un peu des barrières, donc ça peut expliquer par rapport à ce que j'ai dit ailleurs, qu'elle n'a pas trop envie de rentrer dans le détail, dans ce que certains individus n'apprécieraient peut-être pas de voir écrit sur Marie Laveau. Voilà, ça peut expliquer son excès de prudence à certains égards, et du coup de sortir du caractère scientifique de sa recherche. Donc à propos justement des recherches scientifiques, elle évoque aussi les problèmes de l'étude, des études scientifiques qui ont été déjà menées par le passé, qui sont pour l'instant effectivement plutôt brouillons, élaborés souvent comme elle le mentionne, par des scientifiques qui sont complètement étrangers à la culture qu'ils traitent, qui sont en train d'étudier des cultures, des communautés qui ne sont pas du tout les leurs.
Voilà, comme il s'agit d'une culture très fondée sur l'oralité, voilà, ils ont peu de sources écrites pour alimenter leurs études. Les sources écrites elles-mêmes sont souvent été produites par des individus également étrangers au sujet aux questions. Enfin bref, là, beaucoup de biais. Elle s'en plaint un peu trop, par contre, à mon goût, de ces inconvénients, alors que c'est en fait c'est simplement le travail, l'enjeu de base dans n'importe quelle recherche et étude historique de toute façon. Donc là, est-ce que c'est son côté anthropologue qui revient? Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que le fait que des études de ce genre soient menées non plus par des personnes étrangères, la culture afro-américaine, mais au contraire issues de celle-ci, donc c'est ce que voilà, elle met en valeur beaucoup sa propre recherche en disant voilà c'est vachement bien puisque moi au moins je connais de quoi je parle. En réalité, il y a aussi énormément de risques, hein, des risques de se montrer impartial. Maintenant, voilà, le fait que effectivement ça permet un équilibre d'avoir non plus seulement des personnes complètement étrangères à la culture qu'ils traitent, mais aussi des individus issus de la dite culture. Mais comme je disais, donc il y a un risque dans un cas comme de l'autre. Un scientifique étranger à son sujet d'étude, ça pose différents types de problèmes, et un individu qui est au contraire immergé dans son sujet d'étude, ça pose aussi d'autres problèmes, dont certains sont d'ailleurs identiques. Le problème de partialité, par exemple, se pose dans l'un comme dans l'autre. Donc voilà, c'est un point positif quand même qu'au XXIe siècle, on a désormais des individus comme elle, voilà, qui sont issus de cette culture et qui ont eu la possibilité de faire des études. C'est une des raisons aussi pour laquelle on n'avait pas avant, hein, c'est que les individus issus de la culture elles-mêmes avaient un accès très restreint aux études. Même encore aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément facile non plus de faire des études aux États-Unis, c'est très coûteux. Mais bref, voilà, ils ne pouvaient pas mener ce genre d'études, donc c'est la raison pour laquelle ça n'apparaît qu'à partir de maintenant. Il y a l'époque aussi qui aide beaucoup, hein, les moyens actuels d'accès aux sources et l'évolution de la science historique permettent beaucoup de choses qui n'existaient pas au siècle précédent. Donc, ce qui explique aussi que les études menées sur le vaudou ou sur Marie Laveau par le passé soient plutôt superficielles et pas forcément d'une grande qualité. Donc voilà, qu'elle soit issue de cette même culture, effectivement, ça donne une perspective nouvelle, c'est vrai, plus proche, plus profonde aussi du sujet, puisque voilà, elle a grandi dans la culture, donc elle en connaît énormément de références. Elle est capable voilà, de comprendre des références plus facilement et plus rapidement qu'un scientifique qui lui partirait de rien, hein, qui risquerait de passer à côté de nombreux détails ou de nuances, alors que effectivement Denise Alvarado en revanche pourra les saisir tout de suite, avec toujours un risque d'impartialité et même d'anachronisme, voilà, que les références qu'elle associe à certaines choses aujourd'hui dans sa culture peuvent être associées à d'autres choses peut-être par le passé. Donc voilà, grand risque d'anachronisme et d'impartialité. De partialité, pardon. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez difficile à traiter, scientifiquement parlant, c'est un sujet qui touche, qui concerne des couches populaires, donc c'est de la magie des croyances populaires là dont on parle. Donc voilà, à l'époque, les individus laissaient extrêmement peu, pour pas dire pas du tout, dans certains cas, de sources écrites eux-mêmes. Mais on est déjà quand même bien chanceux hein, d'en avoir, même de la part d'individus extérieurs. On a un problème similaire d'ailleurs avec la magie populaire française. Hein, encore aujourd'hui, les individus qui écrivent sur la magie des campagnes, hein, la magie populaire française, on la surnomme magie des campagnes, ne sont très rarement des personnes qui la pratiquent, hein, et qui ne sont pas issus non plus d'une culture rurale, particulièrement rurale, c'est vraiment plutôt des gens qui ont fait des études, des gens qui ont plutôt soit nés, soit ont grandi dans les villes. Donc ça pose voilà, les mêmes problèmes, puisque ça signifie donc que les sources premières qu'on peut étudier sur le sujet ne sont pas issues de la population concernée elle-même. Donc ça crée un biais effectivement qui est très important qu'il faut prendre en compte dans chaque source étudiée. Donc voilà, donc pour revenir justement à cette histoire d'anthropologue vs historienne, donc je pense donc, qu'en tant qu'anthropologue, ça a dû jouer là sur le fait qu'elle se plaint comme ça de choses qui sont pourtant parfaitement communes pour les historiens, c'est-à-dire le manque de sources écrites, le fait que les sources écrites existantes sont évidemment biaisées, de toute façon toutes sources, comme je disais, sont biaisées, peu importe d'où et de quand elles proviennent. Enfin voilà, donc dans 5 complaintes, on a un peu l'impression, parce qu'elle y va un peu à se fait plaisir, on a un peu l'impression qu'elle devait se faire une représentation, devait pas se faire une représentation exacte de ce qu'est le travail de recherche d'un historien, et que du coup elle a un peu déchanté. Ce qui m'amène à une dernière chose donc à ce sujet que j'ai déjà mentionné, je crois, au début de la vidéo. Donc, bien que ce livre a cette particularité positive d'être une recherche qui se veut le plus scientifique possible, et c'est ce que constitue justement l'intérêt, je pense, principal qu'on peut porter à cet ouvrage, il faut quand même prendre donc, des précautions, puisque c'est un ouvrage qui se veut plutôt historique, qui est censé produire de la science historique, alors être le produit de la science historique, alors que l'auteur n'est pas historienne. Elle n'a pas été formée à la science historique, mais à la science
l'anthropologie, donc il est anthropologue. Donc quand bien même on a affaire à deux sciences qui visent à reconstituer et comprendre le passé, les méthodes scientifiques employées sont complètement différentes. Dans les fameux risques dont je parlais tout à l'heure, donc c'est une quasi-certitude que Denise Alvarado a dû tomber dedans, des problèmes d'anachronisme et des problèmes d'impartialité. Donc voilà, à ce propos, comme j'ai pu le mentionner, de ci, de là, parfois, je sens deviner qu'il y a un petit souci de partialité. Enfin voilà, c'est pas non plus la grosse partie du livre. Donc disons que ça passe quand même. Donc les points positifs particuliers, c'est notamment les illustrations, les photographies qui sont proposées, le fait que sa recherche repose évidemment sur des documents historiques, qu'elle compare les faits d'un côté scientifique, les faits historiques, les vérifiés, et les légendes, et elle cite les documents qu'elle emploie. Elle n'ignore pas pour autant les légendes et témoignages qui sont également examinés, parfois corrigés ou invalidés si jamais les documents historiques le permettent. Elle rapporte des petites histoires et anecdotes, comme des anecdotes d'apparition de Marie Laveau par exemple. Elle avertit aussi convenablement, je trouve. Elle fait pas trop dans le sensationnalisme, mais plutôt le rationalisme, donc c'est pas mal. Donc voilà, beaucoup d'histoires au sens scientifique. Donc voilà, c'est quand même... le but, si vous voulez, de l'ouvrage, il est quand même plutôt bien atteint, c'est-à-dire d'essayer de faire un ouvrage le plus scientifique possible. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Les points négatifs, du coup, c'est qu'elle parle peu des aspects qu'on considère un peu sombres aujourd'hui de Marie Laveau. Elle les mentionne que rapidement, voilà, comme le fait qu'elle pratiquait certains types de sorts, etc. À part pour son application donc, dans l'esclavage, où elle développe plus peut-être que dans les pratiques de certains types de sorts plus tard. Enfin, elle développe un peu pour la dédouaner, quoi. Mais voilà, ce sont comme, c'est ce que je disais, se sent comme obligé de contrebalancer immédiatement par des aspects positifs pour donner l'impression elle veut contrôler un peu l'opinion de celui qui découvrirait Marie Laveau ou de personnes qui la connaissaient, qui la connaissaient déjà et qui n'apprécieraient pas forcément de lire ceci. Donc justement, où est-ce qu'elle est biaisée parce qu'elle est aussi elle-même une dévote, très intéressant également. Ou bien encore a-t-elle ou bien a-t-elle vraiment peur des foudres que les autres dévots pourraient lui vouer. Donc voilà, en tout cas, elle ne dissimule pas, c'est déjà ça, mais elle développe pas forcément non plus, donc on sent quand même qu'elle n'est pas très à l'aise quand elle mentionne ce genre de choses. Je trouvais la troisième partie un peu longue, même si elle est vraiment très intéressante pour découvrir un peu la partie magique du vaudou, et le fait qu'elle inclut des témoignages d'époque sur telle ou telle pratique, et qu'elle fait le lien, quand elle le peut, avec Marie Laveau, c'est quand même une partie qui fait... c'est très intéressant, même ça fait une partie qui fait très grimoire, donc ça se lit pas vraiment comme n'importe quel autre livre du début à la fin, quoi, si vous voulez, toute la première et seconde partie du livre, vous pouvez le lire d'une traite, et puis après quand il en vient au sort, ça devient vachement répétitif, c'est un peu chiant, je me suis repris à plusieurs fois, quoi. J'ai pris plus mon temps, donc voilà, ça reste tout à fait intéressant, mais c'est plus long à lire. Ensuite on pourrait se poser la question sur, voilà, moi ces questions-là ça m'agace, mais... est-ce que c'est bien d'avoir mentionné certains sorts, donner des exemples de certains types de sorts, le fait que du coup, dès l'instant où c'est publié, bon, bah, tout le monde y a accès, bah oui, mais pour moi c'est la responsabilité de celui qui achète et qui lit le livre de pratiquer ce qu'il est capable de pratiquer, donc c'est-à-dire d'être honnête envers soi-même vis-à-vis de son niveau, de ses intentions, aussi d'examiner ses intentions avant de pratiquer n'importe quel sort, enfin voilà, c'est à l'éthique de chacun, pour moi c'est pas l'auteur qu'on va faire ces reproches-là. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait des sorts voilà, considérés comme négatifs dans cet ouvrage. Donc est-ce que je le recommande? Absolument. C'est vraiment un livre qu'il faut lire pour toute personne qui a un intérêt pour Marie Laveau en particulier, ou bien pour le vaudou d'une manière plus générale. Enfin, c'est vrai que là c'est peut-être plus spécifique à la Nouvelle-Orléans quand même, mais enfin voilà, c'est quand même un livre vraiment qui vous fait voyager dans le temps, qui vous montre les pratiques de magie populaire, et religion populaire également voilà, afro-américaine aux États-Unis. C'est vraiment une immersion un peu dans cet univers. Donc j'ai trouvé ça vraiment très appréciable, un petit voyage dans le temps à la rencontre de Marie Laveau. Voilà, c'était The Magic of Marie Laveau, Embracing the Spiritual Legacy of the Voodoo Queen of New Orleans de Denise Alvarado. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.